Alors la parole est à vous maintenant. Je vous demande s'il vous plaît juste de vous présenter, de poser votre question qui devra être courte parce que nous n'avons que 45 minutes pour échanger. Ce serait bien que tout le monde puisse s'exprimer. Monsieur. Attendez, prenez le micro. Voilà. Bonjour, merci de cet échange. Yves Le Bars, je suis président du Comité français pour la solidarité internationale. Et j'ai pas mal circulé dans la question de l'eau dans les 40 ou 50 dernières années. Je suis un peu étonné que l'idée de l'aménagement du bassin versant ne soit pas davantage abordée ici comme une forme de gestion des ressources en eau. J'avais entendu d'un certain nombre de Marocains dire tous les ans, l'érosion nous fait perdre un barrage. Et pour garder la même quantité d'eau disponible, il faudrait donc construire un barrage de plus tous les ans. Et les bons sites n'existent pas. Donc à l'échelle de bassins versants relativement larges, c'est aussi à cette échelle-là qu'il faut gérer. Et à l'échelle de bassins versants plus petits, il y a des choses formidables qui se font. On en a vu en Haïti, on en voit au Maroc, on en voit en Éthiopie, où la gestion du bassin versant, c'est aussi améliorer la ressource en eau. En Tanzanie, c'est aussi améliorer la ressource en eau. Alors, ça suppose, et là ça rejoint une question qui a été soulevée, donc ce serait une deuxième remarque, c'est celle de la constitution d'opérateurs légitimes, reconnus, et qui sachent gérer de manière transparente de l'argent collectif, ce qui est le summum du développement. Alors on va prendre 2-3 remarques et ensuite vous répondrez. Qui veut intervenir? Madame? On va essayer d'alterner un monsieur, une dame. Bonjour à tous. Moi, c'est Aïssata Diakité et de formation ingénieur en agrobusiness. Et je suis lauréate d'un concours international avec Campus France, dont je vais développer un projet dans le domaine de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Enfin, merci pour votre exposé. La question que je vais me poser se tourne au niveau de la sécurité alimentaire. Pourquoi ne pas investir dans le secteur de l'agroalimentaire et l'agro-industrie, dont l'objectif est tout simplement de donner une longue vie aux produits pour assurer la sécurité alimentaire? Pourquoi j'ai dit cela? Parce que je suis d'origine malienne et au Mali, plus de 80% de la production, c'est des déchets. Donc l'offre est vraiment supérieure à la demande. Et pourquoi ne pas penser à cela dès maintenant et ne pas s'appuyer sur l'agriculture familiale, parce qu'on le fait toujours. Je vais plutôt vous demander de vous tourner vers la jeunesse, parce que la jeunesse est inconsciente aujourd'hui, je le dis, de l'importance du secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Merci pour votre remarque. On va prendre une dernière remarque, monsieur, là-bas qui est... Il y aura, ça va continuer. Hein. Oui, allô, James Koudao, donc économiste. Moi, j'ai deux choses. Moi, je pense que le problème de l'eau est un problème politique. La deuxième chose, il faut arrêter la privatisation de l'eau en Afrique. Parce que si on commence à privatiser l'eau en Afrique, nous voyons les résultats en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Donc, il faut arrêter, à la limite, mettre dans les constitutions que l'eau n'est pas privatisable. Parce que l'eau, c'est nous-mêmes. Si on commence à la privatiser, nous voyons ce qui va se passer du côté des mines et tout ça. On voit ce qui se passe. Donc pour l'eau, s'il vous plaît, si on peut le mettre non privatisable, parce que sinon, on ne peut pas. La troisième chose, maintenant, pour l'utilisation de l'eau et le partage équitable, il va falloir quand même voir ceux qui lavent leurs voitures, ceux qui ont des piscines et ceux qui sont à côté ceux qui jouent au golf, de golf, etc. Et puis on est dans un pays en voie de développement et on va développer des terrains de golf et on consomme de l'eau et on consomme de... Donc je pense qu'il faut arrêter certaines choses et faire ce qu'on doit faire. Je partage avec vous ceci, ce qui nous est utile n'est pas cher. C'est le superflu qui coûte la peau des fesses.
Merci pour votre intervention. Alors, qui veut répondre tout d'abord sur cette gestion de bassin versant? C'est vrai qu'on n'a pas pu tout évoquer, et c'est vrai que c'est quand même Guillaume Benoît et Stéphanie. Oui, Laurence. on n'a pas eu le temps de tout dire. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que M. Lebars a dit. À titre illustratif, j'ai été il y a 25 ans commissaire au développement rural à La Réunion, à l'île de La Réunion. Il y avait des problèmes d'érosion énormes. Et après, j'ai travaillé en Méditerranée où il y a aussi des problèmes d'érosion gigantesques. Et quand on regarde objectivement les problèmes de la planète, on se dit que les problèmes d'érosion, c'est vraiment parmi les problèmes les plus graves. Or, on en parle très peu, on fait très peu. Et il faut trouver des solutions. Alors quand j'étais à La Réunion, on pouvait perdre 30 cm de terre avec un seul événement cyclonique. Et c'était des pertes gigantesques et la non-durabilité assurait. Et en même temps, il y avait des zones qui souffraient de sécheresse, toutes les zones qui sont sous le vent. Et alors, on a mis en place des solutions à l'échelle de petits bassins versants. C'était une vraie politique publique, mais ça a fonctionné avec des groupes d'agriculteurs. Grâce à la formation, il faut financer beaucoup de soft, je dirais, pour travailler avec les gens, à la fois faire des retenues collinaires. Si on n'avait pas fait l'irrigation d'appoint avec des retenues collinaires, il n'y aurait plus d'agriculture, mais en même temps, l'agroécologie qui était associée ensemble, de façon à conserver les eaux et les sols, donc raisonner à l'échelle du terroir, du paysage. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu. Ça doit se faire à petite échelle et ça doit se faire à plus grande échelle. Et là, il y a un défaut de politique. Et je pense que le gros problème, c'est qu'on a eu des politiques qui ont été très tournées sur l'irrigation et pas assez sur le pluvial. Et pour que ça marche, il faut faire les deux ensemble. On a investi, mais on n'a pas assez investi en amont. Moi, mon expérience, après mes 4 années au Maroc, je pense qu'on ne s'en tirera pas sans des politiques de type paiement pour services environnementaux qui aident, parce qu'il y a des problèmes de surpâturage, donc il faut baisser les pressions. Et si on n'accompagne pas avec des compensations financières, si on n'aide pas au changement d'organisation dans le terroir, et on peut produire plus une fois qu'on a changé les pratiques, mais il y a une phase difficile, on n'arrivera pas aux mutations nécessaires, et l'irriguer est très menacé par l'érosion en pluviale. Donc c'est vraiment tout le problème de l'eau doit effectivement se raisonner à l'échelle des bassins versants, beaucoup plus qu'on ne l'a fait. Jusqu'à présent, les politiques de l'eau ne sont occupées que de l'eau qui coule et pas de l'eau qu'il faut conserver aussi en amont. Stéphanie Laronas. Oui, je voulais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, l'eau en tant que ressource, et pour revenir à cette problématique de l'allocation entre les usages, se réfléchit très clairement à l'échelle d'un bassin versant. Et donc ça, la France connaît très bien cette problématique-là avec la gestion intégrée de la ressource en eau qu'elle a mis en place dès les années 60. C'est vrai que c'est un modèle qu'on essaye de répliquer. Alors il pose un certain nombre de questions, notamment il a tendance à être un concept un peu trop mou. On a parfois ça se traduit par la construction d'organismes, de bassins qui sont assez creux, qui n'ont pas forcément des pouvoirs décisionnaires suffisants. On se demande ce qu'on intègre d'ailleurs, donc on voit bien que là on intègre les usages. Est-ce qu'on intègre irrigation pluviale, est-ce qu'on intègre sol, eau, etc. Donc il y a beaucoup encore à faire sur cette gestion intégrée des ressources en eau, mais en tout cas il y a quelques très belles expériences, notamment françaises. Valérie Boly, est-ce que vous voulez réagir à l'intervention de Madame sur la jeunesse et l'agro-industrie? La jeunesse, je continuerai à traîner mes vieux restes encore. J'ai 63 ans. Mais, oui, c'est jeune, je m'excuse pour les grands frères. Mais je me mélange un peu les pédales. Elle parle d'agro-industrie, d'agroalimentaire. Est-ce que c'est bien clair? Elle veut parler d'agroalimentaire. Ok. Tout ce qui est transformation, Tout en fait. ce qui est transformation. Voilà. Ok. Et je pense que c'est bien juste. C'est une volonté aujourd'hui de la profession agricole même d'aller vers la transformation de nos produits. Parce que, à titre d'exemple, aujourd'hui pour le maïs, dans le Mali Sud, on a des stocks assez importants et déjà dans 2 semaines ou 3 semaines, ils vont s'aimer. Ils ont des stocks sur les bras. Alors que le maïs, on est en train d'importer l'aliment volaille.
Donc peut-être il faut une orientation de la politique, même comment les gens peuvent s'organiser, mais c'est à l'État de les aiguillonner un peu pour que les gens puissent produire du maïs qui est destiné à l'aliment bétail, à l'aliment volaille. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un réel problème. On veut exporter, mais pour moi, pendant qu'on veut exporter du maïs, on a besoin d'aliments bétail et aliments volaille et on importe ça. Quelque part, il n'y a pas de cohérence dans le développement. Je pense que ce rôle, c'est aux organisations paysannes de titiller un peu le gouvernement pour qu'on aille dans ce sens. Et on est en train de le faire. La semaine passée, on en discutait. Je suis au niveau de la zone office du Niger, mais pour le problème national, des fois, ça me concerne parce que nous sommes dans une organisation nationale. Et pour la jeunesse, c'est pour vous. Le Mali aujourd'hui est au creux de la vague et c'est à vous de le relever. C'est une grande nation, elle l'a été. La colonisation est venue bouleverser. Il parlait qu'il y a 1000 ans qu'il y avait des associations. Ces associations, ce type d'associations existaient aussi chez nous. C'est la colonisation qui est venue faire table rase de tout. Et ce n'est pas facile de construire. Ce qu'on dit chez nous, quand le chien voit l'os dans la gueule du loup, il pense que c'est mou. Et parce que nous héritons d'une situation qui n'est pas facile. Et il faut se battre, mais ce n'est pas la peine de pleurnicher sur le lait versé, il faut se battre. Et c'est à la jeunesse de le faire. Nous, on a fini. On continue un peu. Voilà, bah, vous êtes servi pour la place de la jeunesse. Ah non. Alors, rapidement sur cette idée de ne pas privatiser, je vais vous demander de faire des réponses un peu courtes pour pouvoir donner un maximum de temps pour les questions. Sur cette idée de ne pas privatiser l'eau, de l'inscrire peut-être dans les constitutions pour éviter les dérives. Frédéric Apollin ? Le problème de la propriété, on pourrait en parler des heures. Ça a été longuement traité sur le foncier. On sait très bien que la solution partout dans le monde pour sécuriser des droits, c'est pas forcément privatiser le foncier. C'est le choix qu'on a fait ici en Europe avec un cadastre où chacun a son titre de propriété. Mais il y a 1000 autres solutions de sécuriser une ressource, l'usage d'une ressource naturelle qui ne passe pas forcément par de la privatisation, qui effectivement, de mon point de vue également, est la pire des solutions. Parce que dans le jeu des rapports de force existants aujourd'hui sur l'usage des ressources et les concurrences existantes, entre des villes, entre des industries, entre des usagers urbains, des usagers ruraux, certains agro-industriels, d'autres paysans, vous comprendrez bien que les rapports de force ne sont pas forcément en faveur du paysan. Donc celui qui va se faire gruger si on privatise, c'est le paysan, c'est le producteur, c'est celui qui nous nourrit 60 à 70% de la production mondiale, voilà, de l'alimentation mondiale. Donc la privatisation, non, en tant que propriété privée. Si la privatisation, c'est des mécanismes qui sécurisent l'usage d'une ressource pour une collectivité, pour une communauté, pourquoi pas? Moi, je voudrais juste donner un exemple qui n'est pas africain. Je vais sortir du continent africain. Je prends le cas de l'Équateur. L'Équateur est le seul pays au monde qui, dans sa nouvelle constitution, a donné des droits aux ressources naturelles. C'est assez exceptionnel, donc il n'y a pas seulement les droits des hommes, mais il y a les droits de la terre, il y a le droit de l'eau. Ce qui veut dire qu'en Équateur, effectivement, la ressource ne peut pas être privatisée, il n'y a pas de droit de propriété sur l'eau, il y a des concessions d'usage, c'est géré effectivement par l'État. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il a bien fallu, d'une part, recréer des instances derrière qui gouvernent au-delà de l'État pour que ce soit quand même efficient. Eh ben, l'Équateur est extrêmement inventif. D'abord, toutes les organisations traditionnelles d'usagers sont reconnues légalement, donc elles ont droit de parole, les organisations agricoles. Il y a des expériences intéressantes dans les villes de Quito, dans les villes de Riobamba, qui sont d'énormes villes. Et je rappelle que l'Équateur, on a souvent tendance à dire que c'est bon, c'est l'Amérique latine, ils n'ont pas de problème d'eau. Non, les Andes, c'est très sec. Les Andes, c'est très sec. La ville de Riobamba a une alimentation de 300 000 habitants, a une alimentation en eau pour ses usagers urbains de 4 heures par jour. Alors c'est lié d'une part à un réseau de distribution absolument obsolète que la ville est en train ou même dont la ville a terminé la réhabilitation, mais aussi au fait qu'il y a un problème de partage de la ressource. Et donc dans ce bassin, alors c'est là qu'on revient à la notion de bassin, effectivement, il y a eu des accords entre tous les usagers et ça marche. Donc même sans propriété privée, il y a des systèmes qui fonctionnent très bien. Allons regarder ce qu'a fait l'Équateur. Et je voudrais juste te dire sur les jeunes, je voudrais juste compléter la réponse. Oui, il faut travailler l'agroalimentaire pour la simple et bonne raison qu'il faut limiter les pertes. Les pertes, c'est aussi de la perte d'eau. Voilà, donc il faut limiter les pertes, ça passera par la transformation. Et là, toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs africains, et d'ailleurs, sont les bienvenues. Maintenant, l'agroalimentaire, c'est pas forcément l'énorme industrie collée à la capitale. Voilà, donc travaillons
en lien avec les organisations paysannes, sur des TPE, des PME, des toutes petites entreprises, des petites entreprises qui transforment les produits agricoles, élevage, agriculture, oui, c'est la solution. Et là, il peut y avoir des accords, y compris entre organisations paysannes et petites entreprises portées par des jeunes Africains. Là-dessus, c'est de l'avenir. Mais ça se fera avec les agricultures familiales. Ne rêvez pas, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Merci. Question, intervention, réaction, madame. N'oubliez pas de vous lever et de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Perru, je représente l'association Démographie Responsable. J'avais une question concernant la recherche de solutions. Parce qu'on Mettez votre micro un petit peu plus près, si je puis me permettre. Merci. On part du postulat que la croissance démographique est inéluctable. L'urgence n'est-elle pas de stopper cette croissance et de passer à une espèce de transition démographique, puisqu'on voit qu'on arrive aux limites de la Terre et qu'on ne peut plus produire plus et on ne peut plus nourrir encore des milliards et des milliards de personnes. Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de convaincre les gens à peut-être faire moins d'enfants et faire du planning familial? Oui, bon, d'accord. Alors là, on n'est plus tellement sur la gestion des ressources en eau. Monsieur Boly, vous voulez répondre? Bon. Moi, je viens de passer tout de suite sur une place là. J'ai vu une manifestation de personnes, pratiquement c'était seulement des vieilles personnes. Excusez-moi, des personnes âgées. Pour moi, vieille, ce n'est pas péjoratif. C'était des retraités, des syndicalistes qui manifestaient tout de suite. Donc, ça m'a frappé de voir seulement des anciens qui étaient là et puis des forces de l'ordre qui étaient là, des jeunes bien forts avec des armes. Ça m'a heurté. Ici, l'espérance de vie a augmenté, les gens se restent plus longtemps. Donc ils occupent beaucoup plus. Ils continuent à boire et à utiliser de l'eau. Chez nous, ce serait difficile de demander aux gens d'arrêter, mais l'évolution amène ça doucement. Nous étions 21 frères et sœurs, moi j'ai 3 enfants. Et de mes frères et sœurs, pratiquement personne n'en a une dizaine d'enfants. Donc le monde évolue doucement, ça vient, mais malgré tout, les mortalités diminuent. Dans mon village, il y a 29 ans, il y avait chaque année des épidémies de coqueluche et de varicelle. Et il y avait un cimetière qu'on appelait cimetière des enfants. Aujourd'hui, ce cimetière est transformé en champ. Parce qu'avec les vaccinations, ces épidémies ont reculé, donc les enfants grandissent. Donc je pense qu'il faut laisser aussi un certain droit aux gens, ne pas être comme les Chinois qui demandent d'avoir un seul enfant. Mais les gens se reproduisent de moins en moins, mais malgré tout, on augmente de plus en plus. Est-ce qu'il faut trouver une solution à ça ? Je pense qu'il faut gérer les ressources qui peuvent nourrir peut-être 2 fois plus de monde qu'on a aujourd'hui si on les gère bien. Le problème, je pense que le problème majeur, c'est une gestion équitable de ce qui existe et pour une durabilité. Merci. Monsieur ? Moi, je suis un militant associatif. J'ai essayé dans mon pays d'organiser une petite foire agricole et je me suis rendu compte un peu de la question que nous discutons. Je m'appelle M. Suarez Paul, de la République du Congo. Et là, par rapport à la question qui est discutée, je vois un problème qui me met, on dirait, dans une panique. Parce que les enjeux que vous avez présentés semblent aussi oublier un grand problème, puisqu'il est annoncé une pression démographique pour l'an 2015 est annoncé aujourd'hui. Et il nous faut à tout prix trouver les moyens pour nourrir le monde avec cette démocratie. La question qui est en train de me paniquer là, c'est le fait que vous avez passé sous silence la réunion qui va réunir tous les États ici en France, au Bourget, sur le climat. C'est pourquoi je pose la question suivante. Puisque nous, ce que vous parlez, et ce que j'ai beaucoup plus ressenti, c'est la relation France-Afrique. Or que nous, en Afrique, il nous est proposé 2 seuls modèles d'agriculture. Soit on fait l'industrialisation de l'agriculture pour augmenter le nombre de tas de tonnes et de tonnes de produits, soit on fait l'agroécologie, et il y a des débats ici en France qui sont sur ces 2 systèmes. Puis les 2 systèmes, ils ont
leurs valeurs environnementales, les deux systèmes. Moi, la question, c'est la suivante. Puisque tous les États vont se retrouver, puisque vous discutez à un échelle très très haut, parce que l'agence française, je crois, va organiser des débats avec le ministère des Affaires étrangères, comment cette grande conférence réunissant tous les États, toutes les administrations, tous les richards, tous les liés de banques, vont-ils prendre en compte ce que nous discutons ici dans le cadre du partage des biens et des richesses? Alors, on a parlé quand même de la pression des changements climatiques et dans le texte, je me permets de répondre rapidement, mais dans le texte qui est pour l'instant en cours dans ces négociations qui fait 86 pages, l'agriculture est rentrée dedans et ça fera partie des thématiques qui seront discutées à Paris, évidemment, lors de la conférence sur le climat en décembre. Une autre question, une autre intervention, monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Bonjour, Alain Salinaire, je suis ingénieur en eau et assainissement et je représente le Secours populaire. On a entendu beaucoup de choses très intéressantes, donc je vous précise tout de suite que mes compétences s'arrêtent dans le domaine de l'eau, à la limite du pays, mais bon, je voudrais en parler un petit peu. Par rapport notamment donc aux ressources en eau, je pense que ce qui a été dit, effectivement, la multiplication des ressources me paraît quand même quelque chose d'essentiel. Ne pas reproduire un petit peu ce qu'on a fait en France, effectivement, dans certains endroits où on a surexploité des ressources, alors qu'il y avait des ressources alternatives à côté, pour tout ça pour des questions bassement matérielles. Et c'est regrettable parce que malheureusement, on a créé des situations totalement irréversibles. Je dois dire aussi, j'ai entendu parler de changement d'échelle, et ça c'est quand même quelque chose qui me parle aussi. Je pense que dans les projets, dans le domaine de l'eau, je pense qu'effectivement il faut voir grand, à mon avis, parce que je crois que le problème est très important. Donc en particulier, donc d'abord la suffisance, disons en termes d'eau potable, effectivement, donc pour arriver à réduire donc le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, quand même. Donc on parle de milliards. Alors je sais pas, tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais bon. Et par ailleurs, j'ai entendu parler aussi d'eau virtuelle aussi. C'est quand même l'eau virtuelle qui comprend notamment, bien évidemment, l'eau pour l'irrigation, mais également l'eau industrielle aussi, qui est un facteur. L'eau virtuelle, en fait, est un facteur de développement des nations, en dehors effectivement de l'aspect eau potable, donc pour la survie des populations, mais c'est un facteur de développement. À partir du moment où on peut créer des projets de grande ampleur, on peut envisager effectivement d'abord de faire de l'irrigation, et pourquoi pas effectivement dans certains pays peut-être où la ressource est suffisante, de l'industrie aussi. Ce qui a été évoqué aussi, donc de parler de ressources durables, je parlerai aussi d'installation durable, parce que ne pas aussi, si on fait le parallèle à ce qui se fait en France, où le rendement de réseau est en moyenne de 70%, c'est-à-dire qu'on perd 300 litres d'eau chaque fois qu'on en produit en mètre cube, et bien souvent, lorsque ce sont des eaux qui sont définitivement perdues, qui ne reviennent pas forcément dans le cycle. Voilà, alors j'ai une question à poser concernant, donc voici un mot qui sonne bien dans notre association, c'est le mot solidarité, et qui a été évoqué. Pourquoi ne pas se pencher effectivement sur le financement, genre de loi Oudin, un petit peu qui peine à fonctionner en France, il faut le savoir. Loi Oudin qui pourrait être appliquée à tous les États pour financer les grands projets internationaux dans le domaine de l'eau. Alors la loi Oudin, donc on rappelle rapidement, c'est de la coopération décentralisée, c'est-à-dire que la loi Oudin, en fait, c'est la possibilité qui est donnée aux collectivités de prélever 1% sur la redevance en fait qui est payée par les utilisateurs en faveur des financements de projets internationaux. Dans le domaine je dois vous dire de l'eau effectivement que c'est malheureusement méconnu cette loi et ne fonctionne pas. Mais moi ça m'intéresserait beaucoup, c'est qu'on arrive à appliquer ça, disons, au niveau international et se sortir des promesses un petit peu stériles qui sont prises dans les sommets internationaux. Stéphanie Renard. Juste très rapidement, je suis contente qu'on évoque quand même l'eau potable, puisque finalement l'eau potable fait aussi partie quelque part de la sécurité alimentaire et on a tous besoin de boire. C'est vrai que cette loi Oudin-Santini aujourd'hui est quand même appliquée par les grandes agences de bassin et par les grandes collectivités. L'AFD travaille avec eux beaucoup en collaboration, en financement parallèle ou en financement direct. Très clairement, le grand enjeu
l'enjeu, c'est comment organiser toutes les toutes petites collectivités à s'organiser pour pouvoir avoir un effet de masse suffisant et intéresser du coup les agences comme l'Agence française de développement pour les accompagner. Donc effectivement, il y a encore du chemin à faire, mais il y a des associations et qui y travaillent fortement. Guillaume Benoît. Oui, je voulais juste dire un mot sur la négociation climat, enfin le sommet climatique et la question de l'eau agricole et la sécurité alimentaire. Il faut savoir que le secteur des terres, l'agriculture, les forêts et les sols sont un élément clé de la solution climatique. Parce que mieux gérer le vivant représente 20 à 60% du potentiel d'atténuation à l'horizon 2030. Et dans ce potentiel d'atténuation, un des grands enjeux, c'est l'intensification évidemment de l'agriculture d'une façon durable, et notamment la restauration des terres dégradées. Et éviter la déforestation. La déforestation est une grande cause d'émissions de GES. Et il faut nourrir 2 milliards de personnes en plus en évitant d'émettre plus et en stockant davantage de carbone dans les sols. Et donc ça, c'est très important, parce que si on conserve mieux l'eau et les sols, on fera à la fois de l'infiltration de l'eau et on va faire du stockage de carbone. Donc on rend des grands services environnementaux. Donc on revient à cette idée, comment faire un deal avec le milieu agricole pour sortir de la pauvreté, produire plus et produire plus de services environnementaux. Un autre aspect du sujet très important également, c'est que compte tenu du changement climatique, il y a beaucoup de régions du monde qui vont avoir une croissance de la demande en eau et une croissance de la demande en irrigation, notamment l'Europe. C'est très clair dans le rapport du GIEC, mais aussi les États-Unis, si vous regardez l'exercice qu'ils ont fait sur donc les questions de stockage, d'irrigation, c'est une des clés de l'adaptation. Et sans adaptation de l'agriculture, donc sans meilleure gestion de l'eau, le secteur des terres ne pourra pas jouer son rôle d'atténuation. Donc vous voyez, les questions, moi ma conclusion, c'est qu'il faut réfléchir dans les territoires, les solutions vont être dans les territoires. C'est à chaque territoire qu'il faut trouver ses solutions, en jouant comment on gère l'eau, comment on gère les terres, comment on réussit une intensification écologique de l'agriculture, et comment on gère mieux les forêts, qui doivent être gérées de façon plus dynamique en même temps d'être préservées. Et c'est comme ça qu'on fera à la fois l'atténuation, l'adaptation et du développement. Donc, voilà, il faut essayer de trouver ces gagnants-gagnants autant que possible. Et ça, c'est des approches territoriales. Malgré ce que vous dites, l'agriculture a quand même eu du mal à rentrer dans les négociations. C'est normal, c'est parce que pour les pays du Sud qui ont 50% de leur actif dans l'agriculture et qui ont des enjeux énormes de sécurité alimentaire, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas prêts à faire des contraintes. Et il ne faut pas raisonner les questions agricoles séparées. L'Afrique, par exemple, peut avoir intérêt à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre en agriculture si ça permet d'éviter une déforestation qui en fait beaucoup plus. Donc il faut raisonner les choses d'une façon en prenant en compte la complexité des sujets. C'est tout à fait important de raisonner secteur des terres et pas agriculture. Frédéric Apollin. Oui, un tout petit mot, et c'est aussi les grands pays agro-exportateurs qui ont du mal dans la négociation climatique à se remettre en cause sur leur modèle aussi. Je rajoute simplement ça. Un petit aparté sur la loi Oudin, parce que c'est intéressant. La loi Oudin, donc c'est une loi des collectivités locales pour financer avant tout eau potable et assainissement, et quelque part, et c'est un peu le problème de la loi Oudin, elle est quand même pas mal appliquée. Bon, malheureusement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui pointe un peu des erreurs dans la gestion de ces moyens, mais bon, donc ça va freiner, et moi je le regrette, ça va freiner la mise en route de la loi Oudin. Mais la loi Oudin, elle a un défaut, qui est un défaut qu'ont tous les élus du monde, c'est qu'ils ont besoin de financer des choses visibles. Voilà, donc ils financent quoi, les élus, et on ne peut pas leur reprocher, ils ont besoin, vis-à-vis de leurs concitoyens, de financer de l'assainissement, de la tuyauterie, des puits et des robinets d'eau. Voilà, en gros c'est ça que finance la loi Oudin. Et nous avons été porteurs à plusieurs, avec d'autres ONG françaises, de l'idée de dire, ce type de financement innovant sur l'eau, c'est justement pas ça qu'il faut financer. Ce qu'il faut financer, c'est ce qui vient en amont, ce dont tu viens de parler Guillaume, c'est la question du partage de l'eau. Comment on se met d'accord pour faire je cherche le mot, je ne le trouve pas des équilibres, mais merci. Il y en a qui suivent, je vous remercie. Des arbitrages sur le partage de l'eau, entre les différents usages, entre différents usagers. Et ça, c'est très difficile de le financer, parce qu'y compris certains États, voire certaines collectivités ou certains acteurs n'ont pas du tout envie de financer la question du partage, parce que pour l'instant, le partage leur est favorable, et voilà. Et donc, il y a des nécessités, là oui, d'investissement financier, et ça coûte pas cher, très franchement, de financer cette question du partage de l'eau. Ça demande des échanges, ça demande du dialogue, ça demande très souvent des études impartiales
sur l'état de la ressource, son utilisation, sa mobilisation, quels sont les acteurs qui peuvent intervenir, et derrière quel modèle économique on peut mettre en place, y compris en paiement par service environnemental. Nous, on est arrivé à faire financer ça justement en Équateur par une agence de l'eau, c'était exceptionnel. Et l'agence y est arrivée, et malheureusement aujourd'hui, l'agence nous dit « je suis obligé d'y renoncer, on va revenir sur de la tuyauterie ». C'est fort dommage, et s'il y a quelque chose à financer demain sur l'eau vis-à-vis des questions de sécurité alimentaire, c'est effectivement comment finance-t-on ces instances de gouvernance pluriacteurs qui vont se mettre d'accord sur le partage de l'eau avec un certain nombre de critères qu'il faudra définir ensemble. Alors on va prendre, mais s'il vous plaît, allez directement aux questions, ça serait pratique. Merci. Bonjour, oui, je m'appelle Dominique Roja, je travaille à l'Agence française de développement au Centre pour l'intégration en Méditerranée, à Marseille. Alors, on a pas beaucoup entendu parler des coûts, des prix, des valeurs de l'eau, etc. Sauf pour en parler, mais peut-être un peu pour les éviter. Ma question directement, c'est en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse aussi, une fuite en avant sur l'eau d'irrigation? Est-ce que tout cet argent du contribuable national et international, il sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux avec? Quelle est la source de cette rente qu'on verse aux agriculteurs de l'eau d'irrigation? Est-ce qu'avec le même argent, on ne pourrait pas acheter à manger, créer des emplois, etc. Et au fond, où va-t-on sur ces subventions énormes à l'agriculture que tout le monde a l'air de sembler considérer pour acquises, mais qui coûtent quand même extrêmement cher. Voilà, résumé. Merci. Question, monsieur. Monsieur devant. Rapidement, hein, vraiment, on va prendre les 4 questions, mais si vous êtes rapide. Bon, rapidement, je voudrais dire que mes questions ont déjà été abordées, mais ce que je voudrais souligner, c'est que dans la problématique du réchauffement climatique, les questions de ressources en eau qui sont ici et de sécurité alimentaire sont les questions les plus ressenties dans les pays du Sud en tout cas, et aussi la déforestation. On a dit une question, donc, s'il vous plaît. Oui, donc ma question, parce que j'ai fait des forages d'eau au Mali, des petits forages à agriculture dans les villages, et j'ai essayé de faire un système de tarification de l'eau, non pas pour gagner de l'argent, mais pour financer dans le même village la mise en valeur du karité. Et je me suis confronté à un problème terrible, c'est un problème culturel. En Afrique, on considère que l'eau tombe du ciel, que ça n'a pas à être payé. Donc, ça c'est une première question. Donc, comment on pourrait travailler sur la tarification de l'eau pour vraiment pérenniser les projets? Ça, c'est la première question. Deuxième question, on a parlé de Oudin Santini, mais l'eau, depuis l'aube de l'humanité, c'est la même eau qui tombe dans le monde, mais de façon irrégulière et de façon surtout mal répartie. Donc ma question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire un système Oudin Santini, mais pour l'irrigation dans les pays du Sud, ou pour financer. C'est-à-dire que les biens en eau dans les pays développés qui reçoivent la même eau, parce que c'est l'eau de la planète, c'est un bien commun, alors est-ce qu'on n'est pas aussi responsable du manque d'eau ailleurs et qu'on devrait le financer avec le même modèle que Oudin Santini? Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Bonjour, Thierry Dolé, j'ai passé une douzaine d'années au Mali, Somalo-Bédi, concernant le développement, la sécurité alimentaire et le reboisement sur le secteur particulièrement minier. Fort de cette expérience, j'ai acquis un ancien moulin à eau en Sud-Ardèche avec une résurgence, donc une résurgence qui fait 10 mètres de profondeur par 5 mètres de diamètre, donc avec un fort potentiel d'eau potable, puisqu'elle desservait un village de 500 habitants. Aujourd'hui, cette ressource est complètement acquise à ce lieu. Et j'ai proposé, en l'occurrence à vos services, de se servir de ce lieu pour réfléchir à un potentiel d'irrigation, mais aussi à la transition énergétique, puisque l'eau sera à 13 degrés, donc on a la géothermie. Quand j'ai acquis ce lieu, j'ai curé ce bassin, étendu les limons sur, j'ai 5 hectares sur quelques hectares pour enrichir les terres. Donc on a une eau de source donc de qualité, des terres de qualité, qui n'ont pas été travaillées depuis 40 ans. Et j'ai donc proposé à l'AFD et à l'INRA et au muséum en l'occurrence de dire repartons sur un bien qui a été complètement revégétalisé, ça fait 15 ans que je travaille sur ce dossier, pour pouvoir réfléchir aux problèmes qu'on rencontre aussi au Sahel, où on a pour l'agriculture familiale les mêmes problèmes.
c'est-à-dire l'énergie, effectivement, l'eau et une agroécologie de qualité. Est-ce que l'AFD, fort de cette expérience, pourrait effectivement avoir un regard qui puisse avoir apporter un autre angle de vue à Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ici que ça se décide, mais on a bien entendu votre témoignage. Monsieur ? Jean-Jacques Nzanangaba, je suis enseignant en génie civil. Une petite réaction et une petite question. Juste par rapport à la réaction de monsieur tout à l'heure, pour dire que souvent l'eau est privatisée en Afrique parce que c'est la moindre solution. Je prends l'exemple de Yaoundé. On est en Afrique, on est en pleine forêt équatoriale et pourtant nous avons des coupures d'eau à cause de la mauvaise gestion. Donc c'est souvent le moins de mal. Maintenant ma question... Comment faire, une fois qu'elle est privatisée, souvent sous la pression des bailleurs de fonds, pour que cette eau-là soit vendue à son juste prix? Voilà. Merci. Dernière question, monsieur. Bonjour, Charles Rouet, Croix-Rouge française, chargé des programmes d'eau, hygiène et assainissement. J'avais juste une petite question sur, si vous voulez détailler certains modèles pour les opérateurs et la gestion et services de l'eau, enfin que ce soit eau potable et irrigation. On n'en a pas beaucoup parlé, j'aurais bien aimé avoir quelques retours de bonnes pratiques, par exemple, qui seraient passées soit dans les pays africains ou autres. Et juste pour la petite histoire, on a fait un projet donc au Laos, en Asie du Sud-Est, avec de l'eau potable, et on utilisait les trop-pleins pour faire de l'irrigation. Donc on essayait d'avoir une gestion intégrée de la ressource en eau, avec aussi un captage d'eau de surface pour l'irrigation de jardin. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions sur les prix. Qui veut répondre? Oui, allez-y. Bon, je vais répondre de façon globale. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il y a la rencontre ici sur le changement climatique et il parle France-Afrique. Je vais lui dire quelque chose, comme disent les Français, ils disent c'est pas pour donner une leçon, mais la leçon suit toujours. Ce que je veux dire, la France c'est un État, l'Afrique c'est des États souverains. Tant qu'on ne se met pas en tête que nous sommes souverains, ce serait difficile. Prenons nos décisions, ce que nous avons à faire. On a parlé de questions de gouvernance aussi. C'est à nous de pousser nos gouvernants pour qu'ils soient corrects. C'est de notre ressort, ce n'est pas ici ça va se résoudre. Le développement de l'Afrique, on a besoin de coups de pouce, mais ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas les Amériques. Tout le monde dit qu'on développe l'Afrique, pourtant l'Afrique est là à traîner. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est nous. C'est à nous de jouer notre partition et personne ne va développer l'Afrique sans nous. On a parlé de tarification, que c'est culturel. Moi, je pense que nous payons la redevance chez nous. Partout où il y a l'irrigation, les producteurs ils payent la redevance. Et pour la consommation aussi, on paye. Mais dans les villages où il y a des forages qui ont été faits, on n'a même pas demandé des fois l'avis des populations, les gens s'y payent pas. Mais ils essayent de s'organiser pour payer. Dans mon village, il y a eu des forages. Et maintenant, on est en train de chercher à mettre un château et puis on a contribué. Il y a un projet qui est venu, on a contribué pour payer. Et on a institué quelque chose, on va payer pour le forage. Et le château qu'on va mettre aussi, on va payer. Et c'est la même tarification. Bon, pour le reboisement, on a parlé de ça. Ça aussi, c'est quelque chose, ça c'est l'Afrique. Tout n'est pas à prendre. On nous apporte des choses. Au Mali, il y a eu un projet qu'on appelait le marché de bois. Comment on peut encourager des gens dans un pays sahélien à couper du bois et à mettre... Et c'est des partenaires qui ont mis des milliards là-dedans pour que ce projet fonctionne. Pourquoi ne pas leur demander de changer les habitudes des Maliens à utiliser plutôt le gaz que le bois? Mais ça, c'est un choix de nos dirigeants. Des fois, quand tu regardes que ce sont ces gens qui dirigent pour toi, tu as pitié de toi-même. Et ça, c'est à nous de nous battre pour changer cela. Ce n'est pas un autre. On nous a apporté de l'argent, on a pris... des jeunes ont cessé de cultiver parce que faire du charbon, ça leur a rapporté beaucoup plus. Et ils ont déforesté et ils n'ont pas beaucoup replanté derrière.
Un arbre qui fait 20 ans pour pousser, on le coupe, on va planter 10 arbres qui vont attendre encore 20 ans. Et le Sahel est en train d'arriver, c'est difficile. Ça, c'est des choix politiques, c'est à nous de nous déterminer là-dessus. Bon, en tout cas, pour ce qui est de culturel, tout projet qui vient, si ce n'est pas la population qui est associée au projet, c'est difficile que la population se reconnaisse. Donc on se met dans la logique de capter les fonds. C'est tout. Merci. Merci. Guillaume Benoît, sur l'argent de l'irrigation. Pas seulement l'irrigation, l'agriculture et en général. Moi j'ai vécu 4 ans au Maroc. Si le Maroc n'avait pas fait ses grands périmètres irrigués, sa situation serait désespérée aujourd'hui. Il faut bien comprendre que l'investissement qui a été fait, c'est un investissement en infrastructure, il est absolument fondamental pour le développement, la stabilité. Et c'est vrai aussi en Afrique de l'Ouest. On disait l'autre jour, les collègues du Sénégal disaient que là où on a fait l'irrigation, les jeunes restent et il n'y a plus d'immigration, mais on a une stabilité. C'est des enjeux fondamentaux de développement. Donc faut pas. Voilà. Le gros problème, c'est qu'il ne faut pas se limiter à faire des infrastructures. Il faut que l'eau soit bien gérée, qu'elle soit bien productive. Et là, il y a des marges de progrès considérables. Et il faut s'occuper du pluvial. C'est quand même la plus grande surface, c'est le pluvial. Même si ça produit beaucoup moins que l'irrigué, c'est très important puisque si on s'en occupe pas, on a des problèmes gigantesques d'insécurité, d'instabilité, de déséquilibre urbain-rural. Il faut quand même comprendre que la base du développement, c'est l'agriculture. Et le drame, c'est qu'on ne s'en est pas occupé en Afrique. Moi, je prends l'exemple du Maroc, à part les quelques grandes infrastructures. Mais sur 1 500 000 exploitations au Maroc, il n'y en a pas 20 000 ou 30 000 il y a 10 ans qui avaient accès à un crédit. 70% des femmes rurales sont analphabètes. Si on ne s'occupe pas de ça, et quand on voit que ça commence à bouger, qu'il y a des coopératives qui se structurent, des mouvements d'intérêt économique, je peux citer l'exemple de la COPAG près de Taroudante. Il y a 1400 petites exploitations qui se sont fédérées, mais vous sortez du sous-développement, de la misère, quand vous arrivez à structurer. C'est un changement radical. Simplement, il n'y en a qu'une à cette échelle-là, dans toute la Méditerranée. L'énorme problème, c'est qu'on ne l'a pas développé. Mais il y aurait 100 COPAG au Maroc, le Maroc gagnerait 50 niveaux en IDH. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental du développement. Il faut comprendre ce que c'est que le développement. Bien, le problème, c'est pas le surinvestissement, c'est le sous-investissement. Et le problème, c'est qu'on a investi dans du dur, il faut investir sur l'humain. C'est l'organisation, la professionnalisation, c'est le développement. C'est comme ça qu'on gérera bien l'eau. Et c'est en gérant bien l'eau agricole, l'agriculture c'est tout. C'est le développement humain, parce que c'est l'équilibre urbain-rural, c'est l'équilibre sociétal, et c'est la gestion des ressources naturelles. Si le milieu agricole ne gère pas bien les ressources naturelles, vous n'aurez pas la durabilité, vous n'aurez pas l'équité, et les autres secteurs vont être également menacés. Le problème, c'est jusqu'à présent, depuis les années 80, on a donné priorité dans beaucoup de pays à des visions consuméristes de villes urbaines et on a oublié qu'il fallait un développement agricole, des prix rémunérateurs. On a oublié ce qui a fait la réussite de plein de développements dans le monde. Voilà. Alors, je pense que vous avez bien conclu finalement la conférence. Est-ce que vous voulez rajouter sur cette... Si Guillaume a synthèse... conclu, j'ose pas parler derrière, non, mais juste un tout petit mot. Je trouvais que ça il y a le mythe synthétique. de la tarification. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du prix de l'eau. C'est un peu un mythe, la tarification. Effectivement, faut-il payer l'eau? Alors, on ne va pas payer l'eau de pluie peut-être, encore que. Peut-être que demain, on payera l'eau de pluie. Faut-il payer l'eau, notamment dans les systèmes irrigués? Oui, certainement. Enfin, il faut qu'on arrive, dans beaucoup de systèmes, à avoir une notion quand même de prix de l'eau. Et donc, l'eau a un prix, ça veut dire qu'on l'économise, on la gère bien, on la protège, etc. Maintenant, la tarification au sens on paye toute l'eau qu'on utilise, pour moi c'est un mythe, parce que d'abord ça a très peu marché dans le monde, et deuxièmement on peut se demander aussi qui doit payer l'eau. Dans des situations d'agriculture extrêmement vulnérable, avec des prix qui ne sont absolument pas rémunérateurs sur les marchés, eh bien, on peut dire aussi que ces agriculteurs nous rendent au moins un service, c'est de mettre de l'aliment sur nos marchés urbains ou sur nos marchés locaux, donc on contribue à payer le prix de l'eau. Enfin, il y a 1000 manières de faire de la tarification de l'eau, et il n'y a pas seulement, et ça c'était un peu un mythe, le compteur individuel, comme on l'a beaucoup posé en France dans des périmètres irrigués. Bon, le compteur individuel c'est un choix, mais il y en a 1000 autres, d'autant que le compteur individuel parfois casse des solidarités collectives qui peuvent faire baisser le prix d'ailleurs de l'entretien des réseaux. Donc
Oui, il faut arriver à avoir une notion du coût et du prix de l'eau, mais attention à ne pas avoir de schéma unique de tarification. Je voudrais terminer en donnant un exemple. On a un magnifique exemple en France de partage de l'eau entre la ville de Gap, enfin certains doivent le connaître ici, la ville de Gap, enfin il faut aller à Gap. La ville de Gap au XVIIIe siècle a fait un accord avec ses irrigants, parce que la ville de Gap manquait d'eau, elle avait besoin de tirer de l'eau. Bon, ben, l'eau, elle a regardé, elle avait de la montagne derrière, pas de chance, cette eau elle était utilisée par les irrigants, qui cultivaient eux-mêmes, et donc ils se sont dit, bon, on va essayer de faire un accord avec eux. Voilà, donc ils ont fait un accord avec eux, ils ont dit aux irrigants, on vous en pique un peu, parce que vous en avez beaucoup, il nous semble que vous en avez un peu trop. En contrepartie, c'est nous qui allons vous payer tout l'entretien du réseau. Les irrigants, ils ont dit, banco, on y va, ils ont créé une organisation commune. Voilà, donc qui paye l'eau? En tout cas, qui paye l'entretien du réseau? Parce que la tarification, c'est pour payer l'entretien, etc. Finalement, c'est les Gapois, ou Gapençais, pardon, les Gapençais, ou les Gapois, je ne sais plus comment on dit. Ce sont eux qui payent l'entretien du réseau agricole. Merveilleux exemple historique qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a un opérateur privé maintenant qui est rentré dans le système. Voilà, donc chaque solution est locale, et il faut trouver les bonnes solutions au niveau local, d'où l'importance de ces concertations. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? Exemple. Stéphanie Léronas, on en est à la troisième conclusion de la conférence. Donc, non, sur ces histoires de tarification, encore une fois, c'est vrai que on constate que la tarification agricole est basse et ne permet pas très souvent de couvrir les coûts d'exploitation et de maintenance. Bon, c'est aussi reconnaître la valeur sociale de l'irrigation, de l'agriculture, tout ce que Guillaume Benoît évoquait, cette utilité aussi d'aménagement du territoire. Et donc, c'est aussi cette reconnaissance-là qu'on a à travers des tarifications qui ne sont pas élevées. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Si vous souhaitez encore poser des questions ou réagir, vous pouvez applaudir nos intervenants. Une page est consacrée donc sur le blog ID4D. La vidéo de la conférence sera en ligne d'ici une quinzaine de jours. Alors prenez quelques minutes, on vous a distribué des questionnaires d'évaluation. Si vous avez quelques minutes pour y répondre et les rendre à la sortie. Merci et bonne soirée.